Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo. Alors je vais peut-être en faire plusieurs ce soir parce que j'ai découvert pas mal de trucs assez intéressants sur les australopithèques, sur nos ancêtres, sur qui étions-nous, d'où venons-nous. Donc, tout d'abord, bon, c'est l'évolution. L'évolution ne s'arrête jamais. Et pour les créationnistes stupides qui me disent que l'évolution est une foutaise, je leur dis malheureusement, l'évolution, elle est devant nous en permanence. C'est une réalité euh, qui ne peut pas être contredite, ne serait-ce que par l'opposant vestigial du gros orteil que l'on a dans notre pied, qui prouve bien, c'est qui servait à notre gros orteil avant, à choper les branches quand on se déplaçait sur les branches comme ça, prouve bien qu'on avait un ancêtre arboricole, tout comme la migration de notre épaule, on voit bien quand on étudie ça, que l'on vient d'un ancêtre arboricole qui est redescendu au sol, qui a affronté la savane et qui s'est transformé dans un autre milieu. Donc, nos amis créationnistes disent des conneries. Donc là, la vidéo n'est pas faite pour prouver qu'il y ait une évolution ou pas. Elle est faite juste pour expliquer quand même les transformations de la phase de ces australopithèques, parce que c'est assez étonnant de voir ces australopithèques, donc nos ancêtres. Alors là, on en a un, très bien. Alors vous voyez, voilà, regardez bien. Et vous voyez que par rapport à un être humain classique, bon, il n'a déjà pas un très gros cerveau, et puis il a surtout ici une énorme mâchoire supérieure, et puis il a aussi une énorme mâchoire inférieure. Alors j'avais fait un petit dessin montrant ici, ça c'est un dessin que j'avais fait en étudiant les squelettes. Alors là, vous avez un homme, là vous avez, je crois, un Homo erectus, donc c'est une phase intermédiaire, donc il arrive de l'arrivée à l'homme, et là, vous avez un australopithèque, et là, vous avez un chimpanzé, donc le crâne d'un chimpanzé, parce qu'on n'est pas, c'est pas une évolution de chimpanzé qui passe à un australopithèque, mais comme il devait avoir un ancêtre commun, on suppose que le chimpanzé, n'ayant pas quitté le milieu forestier, a conservé quand même une structure plutôt faciale qui ressemblait plutôt à la structure de nos ancêtres, bien que les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres. Nos ancêtres sont des proto-chimpanzés, proto-humains, si vous voulez. Mais visiblement, la structure du visage, de la forme du crâne de l'homme a vraiment changé en savane. Et je vais expliquer pourquoi. Et ça coule de source, vous allez comprendre, c'est extrêmement simple. Je vais vous faire tout un passage pour montrer qu'il y a eu un changement alimentaire obligatoire. Ça n'a pas été une décision de l'homme quand il est passé de la forêt à la savane de changer de nourriture, de tiens, on va changer de nourriture. C'est surtout qu'il n'avait pas la possibilité de faire autrement, de trouver la même nourriture qu'il avait en forêt. Donc à la base, nous sommes frugivores, nous mangeons un peu de viande, de temps en temps, un peu de noix, un peu de racines que nous trouvons, mais on mange beaucoup de végétaux en forêt. Donc qui dit manger des végétaux, dit être obligé, alors quand vous regardez les gorilles, dit être obligé de faire des grandes bouchées, des fois, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il faut manger beaucoup, et par exemple, quand vous mangez des fruits, vous regardez, alors là, vous avez ici un crâne de chimpanzé, alors regardez, un crâne de chimpanzé, vous voyez, voilà un crâne de chimpanzé. Alors, quelle particularité il a le crâne de chimpanzé? Je vais vous montrer, c'est très très simple, ici, ici, vous voyez, là, tout ici, ça, c'est l'empreinte d'un muscle très puissant, qu'on appelle le temporal. C'est celui qui est petit chez les hommes, qui est ici. Je vais vous montrer un peu si je l'ai. Alors malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. J'ai un morceau de crâne, mais on l'a pas. On montrera plus tard. Donc le temporal, c'est un muscle qui vient s'insérer chez les hommes ici, là, sur le côté. Et on voit que chez les singes, donc les singes, c'est les chimpanzés, qui ont sûrement un ancêtre commun avec nous, qui devait avoir la même forme de crâne, lui, il a tout le temporal qui monte jusqu'en haut, et on voit bien, vu de trois quarts, qu'il a un énorme temporal. Et ici, alors le temporal, il a quelle fonction, le temporal? Le temporal, c'est un muscle qui permet d'ouvrir très grand. C'est pas lui qui ouvre très grand la bouche tombe toute seule, il y a quelques muscles qui tirent vers le bas, mais c'est surtout un muscle qui permet de fermer la bouche quand elle est très très grande, ouverte. Et ça s'accroche, le temporal vient s'accrocher ici, vous voyez, sur la mandibule qui est là, sur cette attache de la mandibule. Donc c'est à peu près ici chez le chimpanzé, sur cette apophyse, ça tire l'os, vous voyez, ici.
et il part ici, ce muscle temporal, et il permet de faire d'ouvrir très très grand la bouche. Alors pourquoi les singes ont ces temporaux très développés, avec ces espèces de crêtes sagittales que l'on peut voir ici, vous voyez, ici une crête, voilà, une crête sur le crâne qui est en fin de compte la jonction des deux temporaux qui ici, et on voit que l'os a été tiré, que l'os s'est développé à ce niveau-là, que tout en dessous c'est du temporal très très puissant, très très puissant pour pouvoir ouvrir grand la bouche. C'est pas lui qui couvre la bouche, mais pour pouvoir surtout fermer une bouche grande ouverte, et on retrouve parce qu'il mange des fruits entiers. Ah, boum. Et il n'a pas besoin de mastiquer énormément, par rapport à un australopithèque, et on voit, parce que c'est tendre un fruit, c'est tendre les végétaux, mais il a besoin de dans la bouche, et on voit qu'il n'a pas une mâchoire très 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 grande, parce qu'il bouffe surtout des végétaux, il est obligé d'ouvrir grand la bouche, alors un peu comme les lions, mais lui c'est du fruit qu'il mange, donc c'est très très particulier, je dis tout le temps très particulier, c'est un tic verbal, et on voit qu'il y a aussi, chez les carnivores, purs et durs, de très gros temporaux, comme ici on a un tigre, un beau tigris, vous voyez là, et on voit que toute la tâche qui est ici, toute la surface qui est ici, là voilà, là, tout ici, c'est du temporal. Alors là, il n'est pas très très bien mis, la bouche est en général un peu plus ouverte, donc on a un énorme muscle qui s'accroche ici, qui vient s'accrocher tout ici, ça fait une énorme masse musculaire qui permet au tigre, quand il a la bouche très grande ouverte, de compresser un grand coup en général sur la trachée, sur le cou de la victime, pour l'étouffer, pour la tuer. Donc c'est une grande presse grâce à ce temporal, il écrase tout le cou, qui permet de tuer la victime en général. Un ruminant, ou un herbivore, un grand herbivore, qui ont un grand cou qui leur sert de bras pour aller manger au sol, ils sont à quatre pattes pour fuir, avec un gros estomac, avec un gros système digestif pour briser les fibres de cellulose, et ils ont un grand cou qui leur sert à manger, c'est ce cou que le tigre va essayer de choper, que tous les carnivores vont essayer de choper, mais en ouvrant grand la bouche, en la refermant très puissamment grâce à ce temporal. Vous voyez, les singes frugivores comme les tigres ont de très puissants temporaux, uniquement parce qu'ils ouvrent grand la bouche pour manger des fruits très gros, les croquer, et parce qu'ils ont des ongles, et ils n'ont pas forcément des outils, même nos ancêtres n'arrivent pas forcément, à cette époque, et puis pour pouvoir faire des grandes bouchées avec leur bouche, et puis les tigres, eux, pour pressuriser et broyer toute la partie respiratoire de leur victime. Donc on voit ça chez les carnivores. Les chiens attaquent différemment, mais eux aussi ont besoin d'ouvrir grand la bouche et de mordre des parties, de blesser, de serrer très fort, donc ils ont de très très gros temporaux. Et alors, l'Australopithèque, lui, il a une forme très très particulière. On voit ça nulle part. Il a une espèce de forme, je vais vous montrer les squelettes d'Australopithèque. Alors là, vous avez une belle face ici, je vous la montre, voilà. Et vous avez ici cette surface qui est énorme, énorme à cet endroit-là. On se dit, mais pourquoi ici c'est très très gros et très large chez l'Australopithèque, alors que chez les singes, c'est pas du tout comme ça, je vous l'ai montré, c'est beaucoup moins large. Regardez le singe, il y a beaucoup moins de volume à cet endroit-là. Bah oui, parce que le volume musculaire, il est en haut, ici, parce qu'il mange des fruits en ouvrant grand la bouche et en la refermant très fort, alors que l'Australopithèque, il a arrêté de manger des fruits. Et en arrêtant de manger des fruits, il n'a pas besoin d'ouvrir grand la bouche. Donc, il perd ses temporaux et il les remplace par des masséters hyper puissants et des ptérygoïdiens. Les ptérygoïdiens, c'est des muscles qu'on retrouve à l'intérieur. Vous voyez encore un australopithèque qui a été reconstitué plus ou moins. Voilà, alors le crâne a été déformé, reconstitué. Alors attendez, à chaque fois ça me fait le coup. J'essaye de le mettre comme ça. Voilà. Annuler, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, vous avez un australopithèque ici, et vous voyez qu'il a une surface énorme ici pour accrocher des gros muscles, pour accrocher des masséters et des ptérygoïdiens, qui sont les muscles qu'on a sur le côté là, qui ferment la bouche. Alors, les ptérygoïdiens sont en profondeur, ils sont à l'intérieur là-dedans, en profondeur, ils doublent, on les voit, on les attache, ils sont là, et ils viennent s'attacher sur justement ces apophyses, sur ces os, vous voyez là, sur le côté, sur toutes les os qui sont sur le côté, sur ça, voilà, sur la mandibule qui est ici, supérieure, là,
ici, sur cet os ici. Alors là, c'est l'Australopithèque. On voit, regardez l'Australopithèque par rapport à l'homme, par l'Homo erectus. On voit un Australopithèque qui a une mâchoire énorme. Alors pourquoi il a cette mâchoire énorme? Ben, c'est parce qu'il est devenu consommateur de viande, mais il n'est pas devenu chasseur. Il mange de la viande, de la charogne, des petits animaux, et il a besoin de la mastiquer très longtemps pour la ramollir. Hein. Donc d'où cette énorme mâchoire. Pourquoi les carnivores, eux, ne mastiquent pas, n'ont pas ces énormes masséters? Ils ont des masséters, mais ils ont surtout des temporaux, c'est pas ces masséters. Et ces masséters, qui sont les muscles de cette mâchoire inférieure, qui est hyper développée chez nos amis, les australopithèques. Et c'est ça mon apport. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'australopithèque, il va compenser, tout simplement, un manque d'acidité de son estomac, parce qu'il a encore conservé un estomac de frugivore, parce qu'il continue à manger des fruits et des végétaux. Hein. Alors il a un estomac qui n'est pas très acide, alors que vous voyez les chiens, vous voyez les lions, bah eux ils coupent des gros morceaux de viande avec leurs dents, ils ont des ciseaux, des outils ici que nous les humains n'avions pas. Et ils ont ces outils, ils avalent les gros morceaux de barbac qui vient se décomposer dans l'estomac, dans un estomac hyper acide. Hein. Ce que n'a pas l'Australopithèque, ce que n'avaient pas nos ancêtres. Donc il y a une sélection qui s'est faite différemment. Donc ne pouvant pas dissoudre la viande parce que dans leur estomac, qui n'est pas assez acide, parce qu'ils continuent en plus à manger des fruits, hein, ils ne pouvaient pas être debout comme ils étaient, avec un énorme estomac, c'est un peu gênant. Donc il y a eu cette transformation. Au lieu d'avoir un estomac acide, ben, ils ont une énorme mâchoire inférieure qui leur permet de broyer de la viande. En général, ils mangeaient ou du petit animal qu'ils allaient chasser, de l'œuf, et puis des fois de la charogne fraîche. Donc ils regardaient au loin, ils suivaient, et là, ils mangeaient de la nourriture, de l'animal fraîchement tué, peut-être en faisant partir les autres animaux avec des bâtons, hein, s'ils n'avaient pas la capacité de courir aussi bien et de poursuivre les proies avec leurs bâtons et leurs pierres, ils étaient quand même capables de faire partir des hyènes, des petits carnivores. Les lions, je pense pas, mais bon, il devait y avoir un conflit quand même à l'époque. Mais ils avaient quand même cette possibilité, donc ils devaient quand même aller chercher de la charogne fraîche, parce que ils ne peuvent pas manger de la charogne décomposée à l'époque, hein, parce que dans cette charogne décomposée, il y a des bactéries pathogènes que leur estomac, leur système digestif encore long, parce qu'ils mangent encore des végétaux, ne peut pas assimiler. C'est-à-dire que les bactéries ne sont pas détruites dans l'estomac et risquent de générer des pathologies, des maladies, des infections intestinales, hein, dues à ces microbes. Hein. Alors que les chiens, il y a un chien, il lèche une merde dans la rue, il mange un bout de viande avariée, il ne meurt pas. Pourquoi? Parce que il a l'estomac tellement acide et le système digestif tellement court, hein, les intestins courts, que les bactéries pathogènes ne peuvent pas se développer, elles sont tuées avant, alors que chez nous, nos ancêtres, Australopithèques, il n'y avait pas ce système-là, donc ils étaient condamnés à bouffer de la viande fraîche, mais ce qui leur permettait aussi, quand ils continuaient à monter aux arbres, à trouver quelques fruits, mais il y en avait moins. Le problème, c'est le passage en savane, ils étaient obligés de devenir en partie mangeurs de viande, car en savane, il n'y a pas assez de fruits, hein, et de végétaux et de feuilles à manger, hein, pour qu'une petite troupe de singes bipèdes puisse survivre. Donc vous voyez, le problème de l'estomac pas assez acide de l'Australopithèque, hein, donc en plus, système digestif relativement réduit, un grand intestin, mais qui s'est réduit progressivement, le problème de l'estomac pas assez acide de l'Australopithèque a été compensé par une énorme mâchoire. Je vous la remonte encore, hein, ces mâchoires, c'est très impressionnant, ces mâchoires d'Australopithèque. Hein. Vous voyez ici, vous voyez, regardez, non, c'était l'acteur. Attendez, j'ai vu où vous le trouvez. Ah putain, sa bouche chez iPad, c'est un peu chiant. Voilà. Donc voilà, encore un qui est ici. Voilà. C'était Bogart, je crois, qui est passé tout à l'heure, par hasard. Donc vous voyez ici un Australopithèque, pareil, vous voyez que c'est énorme. Hein, il a un petit crâne, hein, et ici, il a une grosse mâchoire, une grosse mandibule supérieure et une grosse mandibule inférieure pour y loger de gros masséters, hein, et de gros ptérygoïdiens qui sont des muscles profonds. Donc il mâchouille de la viande, il la ramollit, et ça lui permet de la prédigérer, de la casser en morceaux pour mieux la digérer, parce qu'il n'a pas d'estomac assez acide. Alors il n'a pas de grandes dents comme les prédateurs, comme nos lions avec des prémolaires qui étaient très coupantes, hein,
mais il va compenser, il a des meules à l'arrière quand même, hein, il travaille dans tous les sens, il ramollit cette viande, mais cette viande qu'il aura coupée visiblement avec des morceaux de cailloux qu'il aura un peu très primitivement coupés, hein. Donc voilà comment notre ami Australopithèque survivait. Donc cette mâchoire typique de l'Australopithèque, bah, elle est due en grande partie au fait qu'il n'avait pas un estomac acide et que le passage en savane l'a forcé à consommer de la viande parce qu'il n'y avait pas assez de fruits. Et on peut voir aussi qu'il n'avait plus, alors on voit ici, hein, voilà, Australopithèque, hein, encore très bien, ben voilà, vous avez vu qu'il perd ses crêtes, sa crête sagittale, je crois qu'on l'appelle ça, hein, sa crête sur le dessus du crâne, il l'a perdu pourquoi? Il a conservé une grosse mâchoire inférieure parce qu'il mastique, et il n'a plus à ouvrir grand la bouche, comme ça, hein, vous voyez qu'il y a des grosses meules ici, hein, pour mastiquer tout ça, alors il mangeait aussi des racines, tout comme ça, mais il était surtout en train de bouffer de la viande, il est devenu un gros mangeur de viande quand même, hein. C'est un pré-chasseur, c'était pas encore les chasseurs parce qu'ils se réfugiaient dans les arbres, hein, mais il devait quand même, un opportuniste qui devait dégager rapidement des meutes de chiens ou des petits prédateurs qui avaient chopé des bestioles. Et lui, comme il était au-dessus des herbes, des grands, il pouvait aller récupérer ça avec des bâtons, en balançant des trucs, pas très bien, mais à plusieurs, c'était quand même dangereux. Donc vous voyez, il n'a pas de crête sagittale sur le crâne. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus à ouvrir grand la bouche pour manger des fruits, et on voit qu'il a quitté la forêt, hein. Alors effectivement, il peut peut-être y avoir des sous-espèces ou des variétés qui étaient plus ou moins peut-être des variétés peut-être des sous-espèces, peut-être des espèces différentes, mais c'est très dur à vérifier. Par contre, la seule chose qu'on peut bien voir, c'est que quand un Australopithèque, alors là je crois que c'est un Robustus, hein, a une crête sagittale sur le dessus du crâne comme ça, hein, ben on peut être quasiment sûr qu'à ce moment-là, il continue à manger les fruits puis qu'il ouvre grand la bouche, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a deux gros temporaux très développés qui lui permettent en ouvrant grand la bouche, de la refermer très puissamment, de la fermer pour bouffer du fruit. Donc peut-être que quand on voit ça, la logique voudrait dire que c'est peut-être ou une sous-espèce, hein, il y a deux solutions, ou une sous-espèce qui vit plus en forêt, donc qui continue encore dans un milieu plus boisé à bouffer plus de fruits, hein, parce que autrement il n'y a pas d'intérêt, la nature ne conserve rien, à moins qu'il y ait des luttes entre mâles et que ça soit très hiérarchisé pour les femelles, et là, hop, on se mord, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, le fait d'avoir une crête sagittale sur le dessus du crâne comme ça, le fait d'avoir l'espace pour des muscles temporaux puissants, prouve qu'il y a quand même une conservation d'un régime chez cet individu plus végétarien frugivore, hein, parce que quand on est plus frugivore, on n'a pas besoin d'ouvrir grand la bouche. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Alors là, on a encore les Robustus. Alors on suppose qu'ils ont vécu les uns avec les autres. Hein, alors Robustus mâle, Robustus femelle, alors différence intraspécifique, voilà, Robustus, c'est de reconstitution, on voit que là c'est une reconstitution en bleu, on n'est même pas sûr qu'il y ait ça, hein, puisqu'ils ont trouvé que la mâchoire, on voit il y a un Robustus femelle ici, hein, voilà, et puis là on en a un Bosei femelle, alors il donne des noms, c'est très dur de savoir si c'est des sous-espèces ou des variations des variations sexuelles, hein. Voilà, et puis là, on voit une jolie petite reconstitution où on voit bien qu'en fin de compte, les mecs n'ont pas beaucoup de matériel fossile. Donc, un autre truc à passer, voilà, pareil, voilà, une reconstitution. Il n'y a pas grand-chose en vérité, hein. Hein, on s'aperçoit simplement qu'il y a quand même de la sacrée. Il y a une énorme mandibule, hein, hein, c'est surtout une énorme mandibule. C'est ça qui est très impressionnant. Et cette mandibule est associée au fait qu'on est obligé de mastiquer la viande, hein, parce qu'on est obligé de manger de la viande quand on est en savane, parce qu'en savane, il n'y a pas d'autres trucs à bouffer. On ne peut pas bouffer des graminées, parce qu'on n'a pas cette panse, hein, comme j'ai dit tout le temps, cette usine à fermentation qu'ont les, euh, herbivores spécialisés dans, comment dire, dans la ligne, qui se nourrissent d'herbes contenant beaucoup de cellulose, hein, donc ils n'ont pas cette usine à casser la cellulose par fermentation, par des bactéries, hein. Donc ça demande un grand intestin, une grande usine, et ça sur quatre pattes. Nos ancêtres, eux, n'avaient pas ça, hein. Ils étaient frugivores, le fruit, ça se dit feuillivore, ça se digère beaucoup plus facilement. Donc eux, ils ont dû compenser justement le fait de pas d'avoir accès à tous ces végétaux qui étaient dans des gangs de cellulose, et a fait qu'ils se sont rabattus sur la viande et qu'ils ont développé cette mâchoire impressionnante pour compenser cet estomac pas assez acide, hein.
estomac pas assez acide, mâchoire impressionnante. Donc est-ce que j'ai d'autres trucs à montrer? Voilà, hein. Oui, ben voilà, l'évolution, on voit bien qu'il y a une réduction de la taille de la mâchoire. Hein. Alors ici, hein, voilà, ça part ici, alors ça c'est un individu juvénile, je crois. Puis là, ça passe ici, c'est les squelettes qu'on a retrouvés, reconstitués plus ou moins pour arriver à l'homme. Hein, et vous voyez qu'il y a un développement du cerveau parallèlement, une réduction de la mâchoire. Alors réduction de la mâchoire chez l'homme, hein. D'abord un développement de la mâchoire quand on passe en savane avec les australopithèques. Pourquoi? Bah parce qu'on se met à manger de la viande, qu'on la mastique, hein, et on perd nos temporaux progressivement. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a plus à bouffer autant de fruits puisqu'on n'est plus en forêt. Hein. Donc on mange ce qu'on trouve, hein, on devient pas, c'est pas la volonté hein, qui fait ça, c'est l'obligation hein, qui fait qu'on change de régime alimentaire. Ensuite, bah, on devient des chasseurs, on a des outils de plus en plus performants, donc on n'a pas besoin de mastiquer pendant des heures pour être sûr que la réduction de la mâchoire correspond à l'utilisation d'outils hein, qui permettent de sectionner plus facilement des morceaux, alors qu'avant on devait prendre un gros morceau, on devait mâchouiller comme ça pendant des heures. Hein. Alors que maintenant, qu'après, ça a progressivement évolué avec utilisation d'outils, section, on a perdu justement cette mâchoire et apparition de la cuisson qui a fait qu'il y a une réduction phénoménale de la mâchoire. Et après, bah, le néolithique, le paléolithique c'est les chasseurs, le néolithique avec l'apparition bah, de l'agriculture. Et là, la mâchoire a encore réduit, comme je dis tout le temps, et on s'en aperçoit, hein, c'est lié à l'alimentation. Hein. Voilà, l'homme, il a une petite mâchoire, gros cerveau, bah oui, hein, de petits temporaux, de petits masséters. On voit que lui, il a perdu ses temporaux parce qu'il n'ouvre plus grand la bouche, hein, c'est l'erectus, je crois. Et puis, il a conservé quand même une grosse mâchoire inférieure, hein, assez volumineuse ici. Pourquoi? Bah parce qu'il est obligé quand même de mâcher de la viande. Il n'est pas hyper performant en outils encore. Il a des outils, mais ce n'est pas encore les nôtres. Et puis, il a dû la cuisson. Je ne sais pas si lui, il l'a vraiment connu. Hein. En tout cas, ils coupaient. Et là, on voit que nos amis, les australopithèques, ben, eux, ils ont peut-être quelques petits outils, mais vraiment très euh, primaires. Mais on voit qu'ils sont en mastication totale de morceaux de viande et qu'ils ont quand même perdu, ils ont encore du temporal, mais ils l'ont perdu par rapport à un chimpanzé, hein, ici, qui lui a un énorme temporal et pas beaucoup de masséter comparé à un australopithèque parce que lui mange que des végétaux en général et un peu de viande de temps en temps. Donc vous voyez, la structure du crâne en dit long sur notre alimentation, notre mode de vie. Hein, et que si l'australopithèque, je le répète encore, c'est là l'histoire, a une grosse mâchoire, c'est tout simplement parce qu'il a un estomac pas assez acide. Voilà, petite explication sur les australopithèques, j'espère que vous aurez compris. Allez, à bientôt, c'était Fat de la Vie.